Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info, un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons parler des questions de santé avec le ministre de la Santé. Enfin, il est l'un des jeunes ministres du gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Nous avons jugé opportun qu'on parle de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Alors, la gratuité des soins de santé, l'opération a été officiellement lancée le 2 mai dernier dans la ville de Djibo, sous la présidence du chef du gouvernement Paul Kabatieba. Du 2 mai à aujourd'hui, est-ce que les chiffres ont évolué? Quelle est la tendance sur le terrain? Merci bien, Monsieur Ouedraogo. C'est vrai que l'opération relative à la gratuité des soins a été lancée officiellement le 2 mai, mais depuis le 2 avril, donc cette opération est en cours. Ce qu'on peut dire, c'est que nous constatons qu'il y a eu une fréquentation plus importante des formations sanitaires. Et le point qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que nous avons 286 376 enfants pris en charge gratuitement, soit une augmentation de 61% par rapport à la période de la même période l'année dernière. Et nous avons 31 000 femmes enceintes qui ont été prises en charge pour maladie au cours de la grossesse. Et nous avons environ 20 000 accouchements qui se sont réalisés de façon gratuite dans les formations sanitaires et 5 667 césariennes réalisées de façon gratuite. On sait qu'il n'y a que 3 régions qui ont été choisies pour l'opération pilote. Alors, on s'est dit peut-être que le gouvernement a anticipé une opération alors qu'on sait bien qu'on n'a pas les moyens d'aller pour l'ensemble du territoire. Non, la question n'est pas à ce niveau. C'est vrai que souvent, on entend certains le dire. Ils ont peut-être raison, mais là, je suis en train de le dire haut et fort. La question n'est pas de l'ordre financier. C'est une mesure qui, au niveau du ministère de la Santé, peut être considérée comme une nouvelle mesure. Mais par ailleurs, nous avions certains partenaires techniques tels que des ONG, tels que l'Union européenne, qui l'avaient déjà expérimenté, qui du moins sont toujours en expérimentation dans certaines parties du Burkina, telles que Gambo, Séganega et même à Doré. Donc nous avons voulu simplement évoluer en tirant des leçons. Quand cette mesure se fait dans le cadre associatif, dans un cercle plus contrôlé, ce n'est pas la même réalité que quand nous allons le faire non seulement par l'État, et qui dit l'État dit souvent, jusque-là en tout cas, un certain nombre de facteurs qui ne sont pas souvent intéressants en termes de laxisme, en termes de tout ce que vous pouvez. Donc nous avons voulu juste commencer dans ces trois régions, et même dans ces 3 régions, vous avez dû constater que nous n'avons pas commencé dans toutes les structures sanitaires. Nous avons, en rappel, notre pyramide sanitaire est structurée en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le CSPS, le Centre de santé et de promotion sociale, qui est la porte d'entrée du patient dans le système de prise en charge. Le deuxième niveau, de sa prise en charge-là, va être c'est le CMA le CMA, voilà, si vous voulez, le CMA. Et lorsque le CMA est dépassé, c'est-à-dire que la prise en charge nécessite un échelon supérieur, le CMA va envoyer au niveau du CHR, et du CHR, le patient est censé, s'il n'y a pas de satisfaction, si le plateau technique du CHR est dépassé, le patient est censé être envoyé au niveau du CHU. Alors, quand on regarde un peu ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, alors qu'est-ce qui a prévalu au choix même de ces 3 régions? On sait que souvent il y a d'autres régions qui étaient peut-être plus dans le besoin que certaines qui ont été retenues. Oui, c'est vrai que nous avons choisi ces 3 régions, mais ce n'est pas un choix fait au hasard. La région du Sahel, parce que tout simplement, en termes d'indicateurs de développement, en termes d'indicateurs de santé, mortalité maternelle et infantile, c'est la région du Burkina qui enregistre les chiffres malheureusement les plus élevés. Donc on a voulu avoir cette région pour voir ce que ça donne comme réalité et quels sont les défis majeurs à relever à ce niveau. Et au niveau de la région du centre et de Haut-Bassin, c'est les 2 principales régions, j'allais dire, à travers leurs capitales, qui sont Ouaga et Bobo, qui constituent notre réalité. Je dis souvent que dans le domaine de la santé, ce qu'on réussit à Ouaga et à Bobo, on peut le réussir partout, dans le Burkina Faso.
Alors, on a choisi Ouaga, Bobo et puis Dori. Disons que ce sont les chefs de ces trois régions qui ont été retenues. Alors, monsieur le ministre de la Santé, il y a un fait. Vous avez avancé tout à l'heure des chiffres qui sont honorables, mais dans le fond, des populations se plaignent, par exemple, à Ouaga ou à Bobo, du fait que quand on arrive, la gratuité tant vantée n'est pas la réalité à tous les niveaux. Okay. Merci. Permettez-moi de revenir juste un tout petit peu pour faire un correctif. Oui. On n'a pas choisi les chefs-lieux de région. Hein. Je vais dire, c'est juste pour une caricature. Okay. Voilà, c'est toutes les régions, toutes les régions qui sont concernées, mais j'ai mis l'accent sur ces chefs-lieux de Ouaga et de Bobo qui représentent quand même une particularité, donc à L2. Oui, je mettrai un peu quand même de bémol en disant que je ne pense pas que les populations, parce qu'on a eu quand même l'occasion de faire un micro-trottoir dans la région du Sahel, qui est une des régions dans laquelle donc, ces mesures sont mises en œuvre. Et nous allons en faire à Ouagadougou et dans le Haut-Bassin. L'objectif, ce n'est pas d'entendre que c'est bien, seulement. C'est aussi recueillir donc, les attentes des populations afin d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc je ne dirais pas que les populations, une fois dans les formations sanitaires, découvrent que la gratuité des soins n'est pas une réalité. Ça, non. Je viens de vous donner des chiffres. En moins de 2 mois, nous avons augmenté de plus de 61% la fréquentation des centres de santé, donc en termes d'enfants. Donc l'année passée, durant la même période, nous avions donc moins d'enfants qui partaient au niveau des formations sanitaires. Et quand vous êtes bien placé, quand vous faites un tour au niveau des formations sanitaires, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement des gens qui viennent massivement pour se faire prendre en charge. Et je pense que ça, c'est une réalité. Et moi-même, pas plus qu'avant-hier, j'étais à Zaktouli, où j'ai constaté qu'ils étaient à 900 et quelques accouchements. Et paf, quand on a mis la mesure de gratuité, donc on est passé à 2000 et quelques. Cela peut s'expliquer. Peut-être c'est des gens qui sont dans des populations environnantes, là où, par exemple, à Koudougou, où ils n'ont pas la gratuité, les gens y viennent pour accoucher. Ou alors, il y avait des gens qui accouchaient à la maison, donc à domicile, et qui maintenant, comme c'est gratuit, ils viennent. Donc c'est une réalité, les gratuités existent. Maintenant, c'est aussi une réalité, il faut reconnaître que tout n'est pas parfait. Justement, c'est voilà, ça la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui. Tout n'est pas parfait, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on est loin même de ça, parce que la réalité, c'est que nous avons, dans plus de 71% des cas, tous ceux qui fréquentent nos services de santé sont satisfaits. Parce qu'ils ont la prescription, ils ont toutes les molécules qu'il faut. C'est seulement entre 28 et 29% que sur l'ordonnance, il y aura une molécule qui n'est pas disponible. Mais dans ces cas d'espèce, cette molécule est substituée donc, par la molécule donc, équivalente. Alors, parce qu'il n'y a pas eu de grande campagne de communication autour de cette opération. Malheureusement, il y a des gens qui se sont posé la question de savoir la gratuité, ça englobe quoi exactement? Pour le citoyen lambda qui nous suit à la télé actuellement, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Est-ce que quand ma femme est enceinte, je dois aller dans un centre de santé public pour dire, comme c'est gratuit à Ouagadougou, Bobo ou encore Dori, je vais parler de ces trois régions, centre, Haut-Bassin et du Sahel, tout est pris en charge gratuitement jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ce que le bébé ait 5 ans. Oui, pour ce qui concerne la femme enceinte, c'est exactement ça. La mesure dit que quand une femme est enceinte et qu'elle fréquente les formations sanitaires, non seulement c'est consultation prénatale, donc pour prendre soin de la femme qui n'est théoriquement pas malade, mais le fait qu'elle porte une grossesse et un ensemble de précautions à prendre, c'est gratuit. Et quand la femme tombe malade, sa prise en charge est gratuite. Ce qui n'est pas gratuit, c'est certains examens. Vous savez, hein, ça, il faut le dire aussi. Je prends un exemple, puisqu'on aime souvent le prendre, parce que c'est peut-être du fait de l'héritage du passé, le pays qu'on connaît plus ou moins le mieux. En France, quand une femme tombe enceinte, elle a des échographies presque chaque mois. Chez nous, nous avons un objectif d'au moins une échographie, au moins 2 échographies. Pendant la grossesse, nous n'arrivons pas à le faire. Et pour ces mesures-là, ces échographies systématiques ne sont pas incluses, par exemple. Mais tout ce qui était fait en routine au niveau des formations sanitaires sont incluses. Mais quand la femme est malade et que la pathologie dont elle souffre nécessite que les cliniciens fassent appel à des examens paracliniques tels que l'échographie ou autres examens, dans ce cas de figure, elle est prise en charge gratuitement.
Ok. Alors, vous avez expliqué tout à l'heure, tout n'est pas forcément entièrement gratuit. Alors, si vous demandez aux populations de consentir un effort, ne serait-ce que de 5 000 ou 10 000, souvent, ça remet en cause toute cette bonne volonté qu'a le gouvernement de bien faire les choses. Oui, je pense qu'il faut qu'on Il faut recentre, relativiser il faut peut-être à ce relativiser niveau. à ce niveau. Je suis en train de dire que tout ce dont il faut pour prendre normalement en charge une grossesse jusqu'à l'accouchement est gratuit. Je dis que avant la mesure de gratuité, la femme fait ses CPN et ce qui lui était demandé pendant les CPN, ça c'est gratuit, les consultations prénatales. Maintenant, avec cette mesure, l'innovation qu'on ajoute, c'est que maintenant la gratuité des CPN, elle est réelle, parce qu'on sait très bien que la CPN était gratuite depuis un certain temps, mais il y a beaucoup de femmes qui n'en bénéficient pas du fait du manque et la nouveauté, c'est qu'à cette CPN, consultation prénatale gratuite, nous faisons la prise en charge des pathologies autour de la grossesse gratuite. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, quand vous allez dans une formation sanitaire et qu'on vous prescrit des examens paracliniques, et que ces examens paracliniques sont réalisables dans la formation sanitaire en question, vous êtes entièrement pris en charge. Alors, les enfants de moins de 5 ans. Là aussi, je pense qu'il ne faudra pas qu'on perde quelque chose, parce que j'ai entendu une fois un de vos confrères, je crois, sur l'une des radios, peut-être que je ne vais pas nommer la radio, peut-être que s'il nous suit, il se connaîtrait, qui disait ceci, qu'on dit qu'on cible les maladies qui tuent le plus. Qu'est-ce qu'il y a une maladie qui ne tue pas? Ben, lui-même, il a répondu à la question. On a dit qu'on cible les maladies qui sont les plus fréquemment rencontrées, les causes de décès. Oui. Alors, c'est une démarche de santé publique. On a ciblé un certain nombre de pathologies qui existaient dans la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance, qui sont incriminées dans 80% des décès. Donc, on s'est dit que si nous arrivons donc, à trouver une solution pour ces maladies-là, nous pouvons économiser 80%. Donc, et par éviter 80% des cas de décès dans nos formations sanitaires. C'est une mesure de santé publique. Oui, mais quelles sont justement ces maladies Ces maladies sont essentiellement le paludisme, les diarrhées chez l'enfant, les infections respiratoires aiguës chez l'enfant, les infections néonatales chez l'enfant et tout ce qui est pathologie donc, sous sa forme aiguë, telles que les crises d'asthme, dans sa forme les crises d'asthme, telles que les crises drépanocytaires. Essentiellement ces grosses pathologies-là, ou certaines chirurgies, urgence chirurgicale, tout ce qui est urgence chirurgicale sur l'enfant, donc est prise en charge gratuitement. Donc au niveau des enfants, la couverture n'est pas totale. Elle est totale pour un certain nombre de pathologies. Quand on dit la couverture n'est pas totale, c'est comme si quelqu'un venait avec son paludisme, il doit payer en plus. Non. Elle est totale pour l'ensemble des pathologies que nous ciblons et dont l'objectif, il ne faut pas perdre en vue notre objectif. Notre objectif est de faire en sorte que les maladies qui sont incriminées dans 80% des décès des enfants soient prises en charge. Donc l'objectif final, c'est de baisser le taux de mortalité infantile au Burkina Faso. Exactement. C'est ça l'objectif final. Notre mesure n'aura de sens que si après un certain temps, nous rendons compte que le nombre de décès chez la femme enceinte et chez les enfants donc, a baissé. Pourquoi? Parce que nous avons fait le postulat que le fait que ça soit payant fait que beaucoup de gens restent à la maison avec des maladies qui commencent sous des formes simples, pour parler du paludisme, et ils restent à la maison avec des décoctions par-ci par-là. Et quand ça devient grave et qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils amènent. Voilà. Et souvent, on a l'impression de dire que si vous allez par exemple à Yalgado, je peux dire sans me tromper que 50 à 60% des décès ont lieu aux urgences. Donc ça veut dire que c'est comme si les gens attendaient et ils venaient à l'hôpital pour se dédouaner. Au moins j'étais à l'hôpital et bon, il est mort. Alors qu'en réalité, cette personne-là qui décède aux urgences de Yalgado aurait pu être soignée si dès les premiers symptômes de sa maladie, on allait directement vers une formation sanitaire. Donc du coup, la responsabilité familiale aujourd'hui est importante, notamment des populations elles-mêmes qui doivent prendre en compte également le fait d'aller régulièrement se faire consulter. Ça, c'est très important. Je dirais, dans ce contexte-là, oui. Mais avant ce contexte, je ne parlais pas de responsabilité familiale. Je viens de dire que notre postulat, c'est que la barrière financière est une limite. Donc vous avez soulevé un fait important. Quand vous dites par exemple que quand on arrive à Yalgado, la personne meurt dans les urgences, ça veut dire qu'il y a eu de la négligence peut-être dans le suivi médical de la personne et on était à la phase terminale éventuellement. Pas forcément de négligence. J'ai dit, si pour parler de négligence, il faut avoir créé les conditions pour permettre à cette personne de réagir le plus tôt possible. Et ce sont ces conditions que nous avons créées. C'est-à-dire que nous faisons ce postulat et nous croyons à ce postulat que le fait que ça soit payant fait qu'une partie donc, de nos populations-là préfèrent traîner à la maison en utilisant des moyens
entre griffes qu'ils estiment être Les médecins, moins vous êtes coûteux. médecin, condamne du reste l'utilisation justement de ces médicaments de la rue, mais éventuellement également ces décoctions et autres. Oui, mais ça, je pense que sans avoir des statistiques assez claires là-dessus, on a beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, c'est devenu assez fréquent de voir que dans une famille, il y a au moins quelqu'un qui fait une insuffisance rénale. Je ne dis pas que c'est les décoctions qui font ça, mais vous savez que tout ce qu'on mange, ce qui rentre par la bouche, le rein est utilisé. Et à force de solliciter le rein dans des conditions assez fréquentes, avec des produits qui comportent des substances actives assez toxiques pour les cellules rénales, on peut arriver à cette situation. Donc l'augmentation de ces insuffisances rénales, de ces insuffisants rénaux du moins dans notre pays, peut être aussi mis en parallèle, en attendant évidemment que des évidences scientifiques viennent les confirmer. Alors, avec la mauvaise utilisation et des décoctions et de l'automédication, donc les médicaments de la rue comme on l'appelle. Alors revenons donc sur la gratuité, parce que vous décidez d'étendre l'opération à l'ensemble du territoire à partir de juin 2016. Juin, nous y sommes pratiquement, il reste encore quelques semaines. Ça va coûter 20 milliards de francs CFA. Est-ce que techniquement, c'est possible de couvrir l'ensemble du territoire quand on sait que le nombre de CSPS même déjà disponibles ne couvre pas l'ensemble du territoire burkinabé? Oui, couvrir l'ensemble du territoire burkinabé, ça veut dire quoi? C'est ce que permettez-moi de faire une petite ouverture. On a 8900 villages pour moins de 3000 CSPS. Ça, c'est un exemple banal. Oui, mais j'ai dit les CSPS n'ont pas, dans notre système de santé, les CSPS ne sont pas au prorata du nombre de villages. Les CSPS, pour les construire, il y a un certain nombre de critères. Les critères de distance, premièrement, les critères d'effectifs, de population couverte. Si vous avez un village de plus de 5000 habitants, vous avez droit à un CSPS. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si vous avez un village de 1000, pas de 1000, de 200, 300, 400, même si on vient vous construire un CSPS dans sa forme actuelle, ben, ce CSPS n'est pas viable. Parce que la fréquentation, le taux de fréquentation de CSPS ne permettra pas au CSPS là, de fonctionner comme il se doit. Donc il y a ces deux paramètres qu'il faut prendre en compte. Peut-être qu'un jour, avec l'évolution, nous pensons, nous arriverons à un système où un village, un CSPS, c'est l'idéal. Si nous avons des apports financiers par extraordinaire pour financer, donc ne serait-ce que le fonctionnement de cette formation sanitaire. Donc je veux simplement dire qu'en parlant de couverture nationale, il faut voir dans ces mesures pas un gouvernement opulent. Là, ça sera contradictoire par rapport au discours et par rapport au constat qu'on fait. Nous sommes arrivés dans un contexte bien précis. Mais le président du Faso a pris l'engagement pendant la campagne, pas lui seul, tous les partis politiques. Je me rappelle ce jour où on était à Omega, et la question était, si vous gagnez le pouvoir, vous allez faire, oui ou non, l'exemption des paiements des frais de soins chez la femme et chez l'enfant. Tous les partis politiques qui étaient autour de la table, de l'IPC en passant par l'INI et autres, on dit, oui, nous allons le faire. Et nous l'avions inscrit dans notre programme, et je crois qu'eux aussi, ils ont inscrit dans leur programme. Pas pour dire que le pays est riche, parce que nous faisons tous le constat qu'il est inadmissible que quelqu'un reste chez lui, il meurt parce que tout simplement, il n'a pas les moyens nécessaires. Pourquoi nous avons ciblé la femme et l'enfant? On aurait pu dire, il y a des adultes qui n'ont pas les moyens, qui meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce que tout simplement, quand on parle de la mortalité dans nos pays, là, c'est essentiellement les décès des enfants et les décès des femmes qui tirent donc, les indicateurs vers le bas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la réalité est là, nous avons une population très jeune. 25%. Ces deux couches représentent 25% de notre population. Et ces deux couches constituent l'avenir. Sans enfants, pas d'avenir. Sans femmes, il n'y a pas d'enfants. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette option. Et la mort d'une femme est toujours, comme on le sait, un drame dans toute famille. Donc c'est pour cela qu'on a fait cette option. Pas l'option d'un gouvernement qui vit dans l'opulence, mais l'option d'un gouvernement qui fait le constat que la barrière financière est un obstacle à l'utilisation des services de santé et qui veut lever cet obstacle-là afin que tout le monde gagne. Tout le monde gagne pourquoi? Parce que quand les gens vont aller très tôt, par exemple, un enfant qui commence à avoir des céphalées, en fait, je sais pas, une fièvre, je sais pas, de 38 ou 37, 7, en tout cas une fièvre qui n'est pas élevée, qui fait, supposons que c'est un paludisme qu'il est en train de faire. Très rapidement, on l'envoie au CSPS. Au niveau du CSPS, ben, on va juste l'examiner, vérifier effectivement s'il a le paludisme et on le traite simplement. Les parents repartent avec leur enfant à la maison. En revanche, si le parent se dit que je vais payer, donc je ne vais pas aller, il traîne à la maison et que l'enfant commence à faire 40, 42 de fièvre, il vient dans un contexte de paludisme grave, on ne peut plus le laisser partir. Ça devient compliqué. On le garde en le gardant, on empêche la mère de travailler, on empêche toute la famille de travailler, tout le monde va aller rendre visite. Donc, au nom de la solidarité africaine à cet enfant, et tout le monde est embêté, et tout le monde est...
Donc c'est en cela que je dis que c'est économique pour tout le monde. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de cette unanimité politique autour de cette mesure gouvernementale qui a été prise. Revenons donc sur la faisabilité. Vous avez pris rendez-vous pour juin 2016 pour l'ensemble du territoire. Je reviens encore sur ma question. Ça fait 20 milliards de francs CFA. Oui. Est-ce qu'en tant que ministre de la Santé, vous pouvez rassurer tous les Burkinabés qu'au-delà des 3 régions pilotes qui ont été choisies, toutes les régions du Burkina seront couvertes à partir de juin 2016? Oui, je peux l'affirmer. Et j'ai dit, ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est Ah un oui, engagement, c'est un engagement mais vous pouvez être fort. confronté à des difficultés Oui, réelles qui vous empêchent de oui, mettre en place vos engagements aussi. j'ai dit oui, je partage ce que vous dites. Ces difficultés, je pense que elles vont exister dans tous les domaines de la vie publique, dans tous les domaines de la gestion du gouvernement. Mais je pense que pour ce qui nous concerne, je vous dis d'ores et déjà, la volonté du gouvernement a fait en sorte que nous avons mobilisé dans le budget de l'État 16 milliards donc, pour ces mesures-là. Donc, et nous sommes en discussion, et je vous dis, nous le constatons de façon palpable, et que beaucoup de gens sont disposés à nous accompagner, parce que beaucoup de gens croient comme nous. Quand je dis beaucoup de gens, c'est nos partenaires techniques et financiers qui On ne peut pas eux-mêmes... lancer une telle mesure et puis en comptant sur les partenaires techniques et financiers. Non, non, la mesure n'est pas lancée en comptant sur les partenaires techniques et financiers. Ce n'est pas Vous avez ça. parlé tout à Non. l'heure de leur importance. Ça dit, il faut pas se leurrer. C'est comme si vous méditez, c'est comme si vous me disiez tout de suite, arrêtez de faire tout ce que vous faites. Nous sommes des États qui sommes en train de se développer. Et vous n'êtes pas censé, sans ignorer que tous nos budgets, pas nous, toute l'Afrique de l'Ouest, pour parler ainsi, vit d'appui budgétaire. Et ces appuis budgétaires viennent nous aider à résoudre des problèmes concrets qu'on a. Et ça, c'est une orientation que le chef de l'État a donnée. C'est une option que le chef de l'État a donnée. Si à un moment donné, il va falloir laisser tomber certains engagements pour résoudre cette question, nous sommes prêts à le faire. C'est pour cela que... Avec ou sans l'aide extérieure, avec ou sans l'aide, cette mesure va couvrir, donc sera couverte au cours de cette année et les années à venir. J'ai dit, si vous lisez bien le programme du président, avant même qu'il ne soit président, il a parlé du pacte national pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Et nous l'avons déjà fait. Ce n'est pas de gaieté de cœur, par exemple, que lors de la modification de la loi des finances rectificative, nous avons supprimé certaines lignes. Par exemple, il y avait une ligne qui concernait la construction du nouveau CHU de Ouagadougou. Il y avait 1,4 milliard. On s'est assis, avec 1,4 milliard, on fait quoi? Rien. On ne peut pas construire un CHU avec 1,4 milliard. On a dit, bon, écoutez, nous allons prendre cet argent pour aller mettre au niveau des gratuités, afin de pouvoir mettre notre gratuité en fait. Mais on ne laisse pas tomber. Parallèlement, le monde offre des possibilités. Mais vous déplacez là le problème. Non, on n'a pas déplacé le problème. Le monde offre des possibilités. Le nouveau CHU de Ouagadougou sera construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Et le projet est en cours. Il y a des privés qui se sont déjà prononcés. Et nous, aujourd'hui, nous avons un retard sur ce projet parce que quand nous sommes arrivés au ministère, nous n'avons pas un modèle type d'hôpital. Donc, quand les gens viennent nous faire des propositions, nous n'avons pas un référentiel pour comparer est-ce que c'est une bonne proposition ou une mauvaise proposition. C'est le seul fait qui fait que jusqu'à aujourd'hui, cet hôpital n'est pas construit. Donc, il y a beaucoup de points comme ça où on a dû renoncer de façon tactique, mais pas de façon définitive. Stratégiquement, nous avons d'autres options pour pouvoir poursuivre donc ces engagements. Donc, le rendez-vous est pris pour juin 2016 pour l'ensemble des Burkinabés, en ce qui concerne notamment les enfants de moins de 5 ans et également donc, la césarienne, les grossesses et autres. Alors, monsieur le ministre, quelle est justement la marge de manœuvre du gouvernement en ce qui concerne les agents de santé? Parce qu'une chose est de rendre gratuits les soins de santé pour augmenter le taux de fréquentation des centres de santé, mais il y a un personnel qui doit également se mettre à la tâche pour que les choses se passent bien. Oui, il y a beaucoup d'éléments. Hein. J'ai dit, il faut... quand on n'a pas un fil conducteur dans notre raisonnement, on va dans tous les sens et on ne s'en sort pas. On me dit, il n'y a pas suffisamment de place pour prendre en charge les patients. Vous dites c'est gratuit, il y aura trop de monde. Donc, il va y avoir un problème. Mais la réflexion ne doit pas se faire ainsi. Si tout ce monde-là avait de l'argent... Non, c'est pas j'arrive, c'est pas que c'est pas une réalité. Si tout ce monde avait les moyens, nous n'avions pas besoin de faire la gratuité. Et le problème serait là. Et j'ai dit aujourd'hui, avant la gratuité, les enfants dormaient à sol, à Yalgado. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je l'ai dit. Les enfants dormaient à sol, à Yalgado. Maintenant, ces enfants dormaient à sol, à Yalgado, mais étaient quand même pris en charge. C'est pour cela qu'on ne ferme pas Yalgado jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un gros lot d'enfants qui n'arrivent pas à Yalgado, qui restent chez eux et qui meurent.
Donc, je veux qu'on voit cette vision-là. En rendant la gratuité, les soins gratuits, nous n'avons pas du tout renoncé donc à l'augmentation de la capacité d'accueil des formations sanitaires, à la construction de nouvelles formations sanitaires. C'est des mesures qui vont ensemble. Mais en attendant, parce que nous n'avons pas suffisamment de formations sanitaires, nous allons être conscients qu'il y a des gens qui veulent, même s'ils vont venir s'allier pour se faire soigner. Et on va en sauver beaucoup et on ne fait rien. Je pense que non. Les deux se font ensemble. En termes de personnel, oui, c'est la même chose. Le personnel, aujourd'hui, allez-y aux États-Unis, allez-y au Canada, allez-y en France. Mais même ces nations que nous envions ont toujours une crise de personnel, de santé. Là encore, vous avez vu un peu les chiffres qui ont été annoncés en termes de recrutement de personnel, en termes de... Quelle était notre première mesure quand on est arrivé? Quand le président est arrivé, il a demandé à voir tous les responsables de formation spécialisante en médecine. Il a duré sur une rencontre avec tous voilà, ces gens. Pour leur demander ceci, écoutez, pour être au rendez-vous dans 5 ans, puisqu'une spécialité se forme quand même 4 ans, je voudrais vous demander de réouvrir votre concours, puisque le concours était fait et il fallait attendre l'année prochaine. On nous a fait croire qu'il y a certains qui étaient réticents. Non, il y a des gens qui étaient réticents pour réouvrir. Oui, c'est normal. C'est pour cela qu'on a... Sinon, s'ils étaient tous d'accord et qu'il n'y avait aucun problème, on n'allait pas aller fatiguer le président pour ça. Il y en avait qui avaient des appréhensions. Donc, il a fallu qu'on crée des conditions pour que les présidents les reçoivent, ils posent les problèmes qu'ils ont et qu'ensemble, on trouve. Donc, c'est pour dire que cette rencontre vient, en fait, donner, citer un peu la volonté, donc, qu'a le président, tout le gouvernement, de faire en sorte de réduire le plus possible donc, la crise liée au personnel de santé. Donc nous avons pu, par cette mesure-là, ouvrir le concours et recruter 135 personnes, 135 médecins et pharmaciens pour faire la spécialisation. Maintenant, oui, pour ce qui concerne donc, la formation des médecins, cette année, par exemple, il est annoncé le recrutement des médecins, de recruter plus de 300 médecins. Ça, c'est inscrit et c'est ce qui va être fait. Au niveau des infirmiers, sages-femmes, plus de 2000. Donc, je pense que... même là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais comme on dit, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Quand on recrute quelqu'un, il faut le payer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas recruter les gens, venir déposer et puis commencer. Là encore, vous allez nous dire, mais pourquoi vous recrutez sans savoir qui... Donc, c'est une planification donc, qui, à terme, doit nous permettre de réduire. Voilà. Mais il ne faut pas aussi que nous veuillons être... Ça, je vous dis, je parle le langage de vérité. Oui, bien sûr. Même ces pays qui ont des moyens immenses, plus immenses que nous, ont toujours une crise donc, en termes de personnel de santé. Donc, nous voulons travailler de telle sorte que cette crise-là donc, soit le plus contenue, résolue, donc avec le temps et avec les moyens dont on dispose. Parce qu'il n'existe pas que seulement, je suis ministre de la Santé, et j'en conviens, la santé est importante, mais dans le système, dans la gestion du pays, il n'existe pas que la santé, il y a d'autres secteurs qui sont aussi importants, dont il faut en tenir compte. On pourrait dire aussi que si on en faisait une option particulière de gouvernance, peut-être qu'on serait dans la logique du règlement de tous ces soucis qu'on a aujourd'hui liés aux questions de santé. Si on en faisait un sujet prioritaire à 100% pour dire nous voulons faire comme des pays comme le Cuba qui sont aujourd'hui arrivés à des sommets en matière de prise en charge sanitaire et ça marche dans ces pays-là. Oui, je dis, je suis d'accord avec vous, mais dire que ça n'en fait pas une priorité, je ne pense pas. Je pense que ça fait une priorité. Je ne me rappelle pas exactement de la part du budget de la santé. Oui, je me rappelle, le budget de la santé, nous sommes l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest à avoir quand même plus de 12% de son budget global consacré à la santé. Ça, c'est important. Mais comme je l'ai dit, 12% de 1000 francs, ce n'est pas la même chose que 8% de 100 000. Voilà. Et donc, par rapport à ce que notre pays est capable de faire, de mobiliser comme ressources, je pense que la part attribuée à la santé est importante. Maintenant, nous devons travailler tous. C'est ça que j'ai dit aussi. Quand nous réclamons à ce que les conditions soient améliorées, cette amélioration, comme on dit, c'est le travail ne rend pas riche, mais le travail crée les richesses. Il faut que nous acceptions de travailler suffisamment pour créer les richesses et demander maintenant à ce qu'on partage ces richesses-là pour que nous puissions chacun donc avoir le minimum qu'il faut pour pouvoir vivre. Les citoyens ne sont pas logés à la même enseigne, ça on le sait bien. La gratuité, on a 3 régions et puis on va couvrir l'ensemble du territoire à partir de juin 2016. On sait aujourd'hui que souvent dans les centres de santé, quand on arrive, on est obligé même de payer les gants pour les consultations. Est-ce que vous pouvez rassurer également l'opinion que les régions les plus reculées du Burkina Faso seront dotées en matériel nécessaire pour que cette gratuité-là soit opérationnelle? Parce que dans les grandes villes, ça pourrait passer facilement, mais il faut également penser aux localités les plus reculées. Je pense, et en théorie, même en pratique, je dirais que ce qu'on réussit à Ouagaïa à Bobon,
on les réussit ailleurs. Parce que En théorie, mais dans la pratique, même c'est dans la autre pratique, chose. même dans la pratique. Je pense que en profondeur, les agents de santé sont souvent en communion avec les habitants, Les populations. les populations. Mm. Et même ces agents de santé, ces centres de santé sont gérés par le comité de gestion donc, des centres de santé, donc qui est un organe qui, s'il est fonctionnel, donc, est au courant de tout ce qui se passe. Et peux vous faire une confidence, dans certaines régions, dans certaines zones telles qu'à Debougou, la gratuité existait. Et c'était juste à l'initiative des villages, du COSES, qui s'organisaient de telle sorte que tout le monde participait. Et à la fin, quand quelqu'un vient, la communauté vient pour se soigner, c'était gratuit. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Les gros problèmes, je trouve souvent dans les centres de santé pour plusieurs raisons. La prise en charge, par exemple, dans un CHR, dans un CHU, ce n'est pas la même chose que dans un CSF. Quand tu viens dans un CHR, on a beaucoup, comme c'est des cas un peu spécifiques, pour ne pas dire graves, qui y arrivent, la prise en charge est plus lourde, donc plus difficile, nécessite beaucoup plus de moyens. Donc, sinon, au niveau périphérique, comme on l'a dit, nous tirons des enseignements des succès et des insuccès, des SONI. Donc, les SONI, par exemple, l'une des difficultés auxquelles les SONI ont fait face, c'est que les formations sanitaires étaient à un moment donné épuisées parce que du fait des processus de justification, l'État n'arrivait pas à rembourser les centres de santé, qui à l'air tout n'arrivait pas à rembourser la CAMEC et Oui. qui se trouve Voilà, asphyxié. vous voyez qu'il y a Donc, tous ces mais problèmes-là. nous, Oui. nous avons tiré les leçons de ça et que dans notre nouvelle disposition, les centres de santé ne soignent pas avant de se faire rembourser, mais ils prennent plutôt l'argent pour soigner. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être la meilleure des solutions? À l'avenir, cela ne va pas créer des problèmes? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, encore, en tirant les leçons des SONI, nous sommes dans une démarche d'externaliser le contrôle. Dans le cas des SONI, c'est la direction de la santé de la famille qui s'occupait et des prestations, et du paiement, et du contrôle. Nous pensons qu'on ne peut pas être jugé parti. Dans notre nouvelle approche, donc, qui a été acceptée par le ministère des Finances, donc qui est partie prenante dans cette nouvelle approche, la direction de la santé de la mère, de la santé de la famille va offrir les prestations. Mais nous avons pour cette année, nous sommes en discussion pour confier donc le contrôle aux associations œuvrant dans le domaine de la santé et éventuellement aux agences de vérification donc dans le cadre donc du FBR, Pour que toute le la financement transparence basé voilà. se Pour que, fasse autour, oui, autour de il y a ces... la transparence, mais aussi on a besoin au cours de cette première année-là Oui. de tirer le maximum de leçons, c'est-à-dire quelles sont les insuffisances à corriger. Parce qu'en réalité, il faut mettre en cohérence ce qu'on est en train de faire là avec l'assurance maladie universelle. Bien sûr, Et ça si, faisait partie des points, et effectivement, si, donc on y et va directement, si, oui. et si des pays comme la France, si des pays comme les États-Unis, toute l'Europe, toutes les Amériques ont des problèmes avec leur système d'assurance maladie, c'est pas un grand pays Le comme le Burkina Burkina. pourrait faire l'exception. Il ne Non, faudrait pas non plus qu'on s'aligne que sur les mauvais exemples en non, la ce n'est pas des matière. mauvais exemples. Je veux dire que tout ça, c'est du réalisme. Nous, en termes de technologie, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous sommes aussi avancés qu'eux. Ça, c'est se jeter des fleurs. Bien J'aime bien sûr. le Burkina Faso, je suis le premier à en être fier, et c'est normal. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avoir certaines réalités. Donc, tous les systèmes du monde donc, font face à des difficultés liées avec leur système d'assurance maladie. Donc, nous voulons, comme vous le dites, faire une exception, mais pour faire cette exception, il faut que nous commençons dès le début à créer les bases nécessaires pour avoir un certain nombre d'informations liées à l'efficience de ce que nous avons mis en place Ok. afin que, au moment de l'assurance maladie universelle, Tout se déroule bien. donc, tout se déroule bien. Monsieur le ministre de la Santé, on sait également que quand on discute avec les agents de la santé, il y a un problème de matériel médical. Oui. Le gouvernement prend ses mesures, mais si on arrive dans certains centres de santé où on n'a pratiquement rien, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Oui, le problème de l'équipement des formations sanitaires est réel. Ça, Vous avez certainement un dossier béton là-dessus sur votre bureau. oui, oui. Donc, c'est-à-dire que non seulement certaines infrastructures ne répondent plus aux normes, mais certains matériels de travail ne répondent pas aussi aux normes. Mais je pense que d'ici la fin du mois de mai, nous aurons une situation claire de ce que contiennent nos hôpitaux, ce qui manque et ce qu'il faut. Et nous voulons, dans ce cadre-là, mettre un plan donc d'équipement donc des formations sanitaires à l'échelle du pays. Avec toujours la même structure, Sobemab, qui s'occupe de tout
et tout ça. On a même parlé de monopole qui ne dit pas son nom. Je voudrais pas dévancer l'iguane dans l'eau parce que vous savez bien que au courant du mois de juillet, nous organisons ce qu'on appelle les états généraux des systèmes hospitaliers. On entend par système les systèmes de soins, hein, donc les CSPS, CM, CMA, CHL et CHU. Et lors de ces états généraux, il est prévu pour être abordé des points comme la fonction publique hospitalière, l'équipement et la maintenance. Nous voulons sortir de ces rencontres avec une politique nationale d'équipement et de maintenance de matériels biomédicaux. Les professionnels de santé viendront dire si oui ou non il y a un avantage ou pas à centraliser les commandes liées au matériel. Avec une seule structure, par exemple. Avec une seule structure. J'ai mon opinion là-dessus, mais comme on n'est pas au l'air du débat, je préfère les garder. Vous ferez garder votre opinion là-dessus. Au moment des discussions, voilà. Nous avons une belle expérience qu'est la CAMEC, qui à un moment donné a eu des difficultés, et ces difficultés n'est pas forcément l'apanage seul de la CAMEC, mais un ensemble d'éléments. Et aujourd'hui, avec la CAMEC, nous pouvons avoir quand même un certain nombre de médicaments qu'on appelle les médicaments essentiels génériques qui permettent de résoudre beaucoup de problèmes au niveau du système de santé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des centres de santé, les questions d'équipement, mais il y a également la rémunération. Les médecins aujourd'hui ne sont pas mieux payés que les magistrats. Comparaison n'est pas raison. Vous avez fait toutes les études en médecine. Vous voyez un peu ce que ça requiert comme temps d'études et tout ça. Mais si après, on sort comme médecin généraliste, on n'a même pas 300 000 francs comme salaire brut, il y a un problème. Oui, c'est vrai. Donc, ça, je suis d'accord avec vous. Pas le médecin, je parle du personnel de santé. Personnel de santé de façon globale. Donc, de façon globale. Et je pense que c'est aussi une préoccupation que nous prendrons en compte. Quand nous avons commencé lors des États généraux, nous suggérons une des thématiques qui est la fonction publique hospitalière. C'est quoi en question? En fait, cette discussion-là, sans rentrer dans les détails, comme je l'ai dit, c'est des débats, c'est des commissions qui sont en train de travailler, c'est des débats qui seront. Mais l'objectif donc de cette approche-là, c'est de créer les conditions pour avoir un système de soins efficient. Un système de soins efficient suppose deux faits importants, ou des facteurs, ou des éléments importants. Un système de financement efficace du système de soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les CM et autres, et un système efficace de la gestion des ressources humaines. Et qui dit la meilleure façon de gérer les ressources humaines, c'est assurer une motivation conséquente. Et la motivation, elle peut être d'ordre financier ou matériel ou les conditions de travail. Je dis d'assurer l'efficience dans la gestion. Je prends un exemple. Nous avons ici le CMA, maintenant qui est devenu l'hôpital de district de Bordeaux, qui est un CMA. Qui, à la différence d'un CHR comme les CHR de Wayugia ou de Banfora, ainsi de suite, ne bénéficient pas d'un certain nombre d'appuis de l'État. Parce que ces CHR étant des EPE, en tant qu'EPE, ils ont un financement donc, de la part de l'État. Et celui-là, parce qu'il est CMA, donc il ne bénéficie pas ces mêmes avantages. Alors qu'en pratique, l'activité de ces CMA-là dépasse, pour ne pas dire 3-4 fois, l'ensemble de ces CHR. Donc, il y a besoin de réfléchir autour de ça pour voir comment est-ce que... Il faut harmoniser. Comment est-ce que... Bon, en tout cas, je n'ai pas donné... Ça ressemble fort bien à ça. Donc, il faut trouver des voies et moyens pour voir comment est-ce qu'on peut rendre efficient, aussi bien sur le plan de financement que sur le plan de la gestion des ressources humaines. Donc, je prends un autre exemple. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, ce qui a été réclamé d'ailleurs par tous les syndicats dans le domaine de la santé, qui sont les syndicats donc, des agents, le SINICHA ou le CIMEB, ils ont tous réclamé ça depuis longtemps, qu'il ne faut pas systématiquement donner les gardes, les indemnités de garde à tout le monde. La garde, c'est pas pour compenser des gens, c'est pour payer un effort fait. Mais tout le monde gagne. Mais tout le monde gagne, et ils ne prennent pas de garde, par exemple. Donc, ça dit que, je pense que c'est des réflexions que ces acteurs-là vont pousser lors des États généraux pour faire en sorte, comme ailleurs, où c'est des gens qui acceptent de prendre les gardes, qui sont payés de façon conséquente et qui ont des éléments de motivation. Et même, tu peux être à Ouaga et aller prendre des gardes à Zignaré. Si Zignaré, on en a besoin. Ou être à Ouaga, aller prendre des gardes à Koudougou.
si c'est intéressant, les gens iront et ça permettra de résoudre aussi en temps soit beaucoup de peu, problèmes. donc les problèmes liés au Alors, déploiement du monsieur le ministre de la personnel de Santé, est-ce que si la motivation, les salaires sont augmentés, par exemple dans le domaine de la santé, vous allez sévir, notamment pour les médecins qui abandonnent les hôpitaux publics au profit du privé, ou les gens qui sont absentéistes, ceux qui font la corruption, ou tout ça? Parce que ce sont des mots qui minent. Évitons de faire l'amalgame. Ce n'est pas de l'amalgame, Non, mais je non, dis, on est en évitons train de faire d'aller dans les l'amalgame. perspectives. Non, non, évitons de faire l'amalgame. Ce n'est pas vous qui faites l'amalgame. Oui. Mais vous reprenez des faits que Faits beaucoup réels, les populations se posent il y des questions. il y a une différence fondamentale entre faire son travail et être payé. À partir du moment où on n'a pas signé pour dire je démissionne de la fonction publique, les textes de la fonction publique te sont applicables. Donc ça, c'est clair là-dessus. Non négociable. Maintenant, non négociable. Maintenant, je suis d'accord, comme vous le dites, comme tout le monde le mentionne, comme moi-même je l'ai vécu en tant qu'agent de santé, et je le vis, qu'on fasse en sorte que le travail des gens puisse les nourrir, les permettre de vivre et vivre dignement. Ça, c'est un autre aspect. Donc, parce que je suis mal payé, je ne vais pas faire bien mon travail, ça, je ne pense pas que ça soit une duresse. Aucun syndicat n'est d'accord avec ça. Ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas un argument. Je ne suis pas bien payé. Je me bats peut-être pour améliorer mes conditions de travail et que je poursuis mon travail. Mais je ne suis pas bien payé. Je suis toujours là. Après, si c'était le secteur privé, quand ça ne te convient pas, là, tu ne viens pas travailler, tu rencontres ou tu pars. Donc pourquoi au niveau de l'État, on va continuer avec ce laxisme? L'État, c'est une autre forme de privé. C'est comme ça qu'on doit concevoir. On ne va pas dire que c'est l'État et que ça devient une adresse où chacun vient faire ce qu'il veut. Donc, et sous prétexte que ça, je pense que il ne reste plus beaucoup de temps. Ça veut dire que vous allez sévir à la longue. Ça, c'est sûr. Vous pouvez le confirmer. Vous allez sévir. Sévir, c'est oui, parce un que mot trop fort. Mais c'est la réalité. Non, sévir, c'est un mot trop fort. Oui. Mais nous ferons le nécessaire, je dirais. Est-ce que vous comptez mettre fin à la corruption dans le secteur de la santé? Par exemple, non, mais c'est vrai que quand on dit que c'est gratuit, nous sommes à Ouagadougou, ceux qui connaissent, mais il y en a qui vont toujours trouver les voies et moyens pour aller retirer 500 ou 1000 francs de certaines familles. Vous êtes en train de me sous-estimer. Non, je vous pose une question. Je vous demande si vous allez... Parce que c'est une question de volonté aussi oui, à votre vous niveau. êtes en train de me sous-estimer. Merci de croire que je peux mettre fin à la corruption au niveau du système de santé. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, je pense qu'aucun Burkinabé n'est d'accord que par des pratiques, j'allais dire, criminelles, par des pratiques égoïstes, donc on condamne toute une nation donc, à souffrir. Je pense que ça, c'est une évidence. Et par rapport à ça, je pense que notre système a prévu un certain nombre de choses. On ne va pas réinventer la roue. Moi, ce sur quoi je m'engage à faire appliquer les textes. Que quelqu'un me montre, me fasse parvenir le dossier d'un agent indélicat et en ce moment, mes services compétents seront actionnés. Donc, s'il y a la sanction à prendre, vous allez la prendre? Je la prendrai sans hésiter. Alors, justement, ça nous permet de parler de cette mesure de suspension de certains agents de santé qui ont des soucis avec la justice. C'est l'une des premières. Alors, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous n'allez plus badiner avec la rigueur et la discipline. Ça, je l'ai dit quand je suis arrivé. La seule chose que je voudrais qu'on retienne de moi pour la minute et la seconde que je passerai à la tête de ce département, c'est d'avoir été mis devant les faits accomplis d'un comportement indélicat d'un de mes collaborateurs, d'un de mes collègues et de ne rien faire. Ça, je le dis. Pour vous, c'est impardonnable. Je le dis, je le pense, je le crois. Et à ce niveau-là, ce n'est pas de la prétention. Je dis simplement ce qui doit être fait, doit être fait. Ok. Et chacun fait son travail et on avance. Et on tire les leçons. Alors, monsieur le ministre de la Santé, une ou deux questions avant de terminer l'émission. D'abord, l'exonération fiscale du matériel médical. Certaines structures sanitaires privées pensent que ça pourrait être une alternative pour qu'on puisse avoir, par exemple, des centres de dialyse privés qui auraient pu servir, quand on voit un peu ce qui se passe à Yalgado. La dialyse, les dialyses là n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qu'on pourrait éventuellement aborder. Est-ce qu'il faut exonérer aujourd'hui? Oui, je n'ai pas... j'évite quand je n'ai pas eu à penser à une question à l'avance. Quand il y a à l'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait un peu l'impact de tout ce que ça va donner. Il ne faut pas que des gens fassent de l'exonération et qu'après, ils font pire que sans exonération, je pense. A priori, si cela peut permettre de réduire le coût dans les prestations, donc au niveau du secteur privé, pourquoi pas?
Mais je pense que la question, elle est plus globale que ça. Elle engage les finances. Il va falloir l'approfondir, la poser dans d'autres cadres où les réflexions peuvent être plus indiquées. Alors, il y avait beaucoup de questions abordées. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Ce qui nous est revenu, c'est que les partenaires techniques et financiers ont un peu salué votre engagement par rapport à cette restructuration que vous voulez donner au secteur de la santé. Est-ce que c'est ce qui vous galvanise davantage à aller de l'avant? Oui, je pense que avec modestie, je dis ceci, et j'aime le dire à mes collaborateurs, en dehors des régimes d'exception, je pense que c'est la première fois que le ministère de la Santé est géré par quelqu'un de 40 ans. Et je pense que... Est-ce un atout votre âge aujourd'hui? Je ne parle pas de l'âge, un atout ou pas, mais un défi. Un défi à tous les gens comme moi qui ont cet âge, à qui on fait confiance pour gérer un département aussi gros, mais sensible parce que c'est des questions sociales. Et je pense que pour ça, à chaque fois, je ne dirais pas comme quelqu'un quand je me rase, mais à chaque fois quand je me lève, je me pose la question, comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Vivement que la confiance faite à la jeunesse, dans d'autres ministères aussi, que cette confiance-là, ceux qui l'ont faite disent un jour, on n'a pas eu tort de le faire, on a cru à la jeunesse et cette jeunesse a été à la hauteur. Et c'est dans cette seule condition, comme je l'ai dit souvent, même quand j'étais à l'extérieur, je dis quand tu es à l'extérieur et que tu es burkinabé, n'oublie pas que quand tu vas partir, c'est qu'on dira, le Burkinabé a fait ça. On ne dira pas Smaïla, on ne dira pas Salif, on dira le Burkinabé qui était là a fait ça. Donc tu portes en toi donc tout le destin, tout l'avenir d'un pays. Okay. Et en ce moment, il faut avoir un comportement conséquent. Et aujourd'hui, par cette confiance-là, puisque certains peuvent croire ou les dire, non, c'est des jeunes, les jeunes ne peuvent pas. S'il y a des gens qui ont eu l'audace de croire que les jeunes peuvent faire des choses remarquables, il ne faut pas que moi je leur donne tort au risque de condamner toute la jeunesse à l'avenir. D'accord. Voilà qui est bien dit. On a l'impression que cet apprentissage est tout de même difficile. On se rappelle que votre nom ou encore votre département a circulé un peu dans les journaux. On a parlé d'une nomination de complaisance, vous vous rappelez bien? Je n'ai pas très bien suivi, mais je n'ai pas très bien suivi. Une nomination au ministère de la Santé qui pose problème. Vous n'avez pas vu cette dépêche-là? Non, ce n'est pas mon nom. Oui, bien sûr, que j'ai fait une nomination qui pose problème. Ça relève de votre département. En réalité, voici, je peux juste... Mais ça n'a rien à voir. En un mot, oui. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec la jeunesse. Moi, je suis arrivé dans un ministère où il y avait un agent qui assurait l'intérim dans la gestion d'un projet. Lequel agent j'ai observé, avec lequel j'ai travaillé, qui a montré sa capacité et qui montre toujours sa capacité. Bon, un beau matin, j'apprends comme tout le monde que c'est un repris de justice. L'agent en question, je dis c'est un jeune, et moi je dis que c'est un jeune qui mérite d'être félicité. Ce jeune est venu me voir pour me dire que lui ne comprend pas. Lui, il était là depuis la transition. Il était là quand je suis arrivé, personne n'en parle. Mais le jour où je prends la décision de le confirmer, puisqu'il assurait l'intérim, oui, de le confirmer, il y a un problème. Que lui pense que c'est moi, que je dis, arrête, qui m'en veut. Bon, pour moi, ce n'était pas... Donc après, j'ai vérifié, effectivement, cet agent a eu des démêlés avec la justice. J'ai dit qu'il y a eu des démêlés avec la justice. Il a été condamné, sursis, son sursis finit en juillet. J'ai dit, bon, ça aurait été pour autre chose, il n'y a pas de problème. Si vous êtes toujours en sursis, j'accepte votre démission et je l'ai changé avec un autre agent. C'est comme ça que les choses se sont passées. Donc, c'est un non-événement pour vous? Pour moi, c'est un non-événement. Voilà qui est bien dit. Merci bien, non-événement. Je vous en prie. Merci bien, monsieur le ministre de la Santé. Point final pour l'émission Le Grand Déballage. On espère que vous avez retenu beaucoup des explications qui ont été données. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.